Alors, je vais commencer par une petite histoire, parce qu'en fait, du jeu de société numérique en ligne, nous, ça fait depuis 2003 qu'on en fait. Alors évidemment, au début, c'était une petite appelée de Java, hein. On avait commencé avec un jeu de cartes qui s'appelait Gang of War, et un jeu de cartes assez populaire en France d'ailleurs. Et ce que les joueurs nous ont dit assez vite, c'est non, non, mais ça va pas du tout votre truc là. Le mélange des cartes, c'est pas bon, ça marche pas. Le dernier forum, c'était The Shuffle is broken. Ça marche pas du tout quand on a notre jeu en main là. Il y a trop de Gang of War, hein. Gang of War, c'est 4 cartes identiques, hein. C'est une combinaison assez puissante. C'est pas du tout comme ça dans la vie réelle, dans le jeu physique. Votre truc, c'est complètement buggé. Bon, alors on regarde le code, non, le générateur aléatoire de Java. On fait les calculs, on refait tous les calculs de probabilité, les stats sur les logs, etc. Non, ça marche super bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, on a fini par comprendre qu'il n'y avait pas de problème en fait. Ça mélangeait les cartes parfaitement, comme il fallait. Le problème, c'est qu'en fait, quand on joue au jeu physique, ben, on ne mélange pas bien les cartes. Hein, c'est-à-dire que ben, on pile avec on prend tous les plis, on les rassemble, on fait ce qu'on appelle un petit shuffle, un rifle shuffle, et puis voilà, on redistribue les cartes. Et en fait, ça fait que les patterns qui émergent sont différents d'un tirage purement aléatoire. On a mis du temps à comprendre, hein. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a cassé notre code de mélange aléatoire des cartes. On a resimulé ce qu'on faisait à la main, et donc voilà, on leur a dit, voilà, on a corrigé le mélange des cartes, et c'était super, tout le monde était content. Voilà, donc la conclusion de cette petite histoire, c'est que le jeu numérique et le jeu physique, c'est assez étroitement lié en fait. Et quand vous faites une transposition numérique d'un jeu physique, ben vous partez pas d'une page blanche, hein. Il faut bien connaître le jeu, vos repères, etc. Alors je vais vous donner quelques points de référence pour ce que c'est que le marché du jeu de société et son pendant numérique. C'est des choses assez méconnues en fait. Donc je pense que ça va vous intéresser. Alors petite question, d'après vous, quel a été le jeu de société le plus vendu l'an dernier? Bon. Je l'ai entendu, c'est évidemment, c'est Monopoly. 1936, ça c'est la version 1936, d'accord. Donc déjà là vous vous dites, bon, il nous raconte n'importe quoi, il nous a dit qu'on allait dépoussiérer le jeu de société, là on nous dit que le jeu le plus vendu au monde l'an dernier, ça reste Monopoly. Hein. Jeu sympa, mais gameplay est un petit peu daté quand même, hein. Bon, ça vous donne un peu une échelle de temps, cette histoire-là. Et vous allez le voir dans les slides qui suivent, c'est qu'en fait, c'est un marché qui dure très longtemps, au contraire du jeu vidéo. Un marché qui perdure sur des périodes de temps très longues. Alors, le marché du jeu de société, il y a eu quand même une renaissance depuis grosso modo Catan, hein, on va dire. C'est l'école, nous, en France, on appelle ça l'école allemande, les Américains appellent ça les Eurogames. À partir de Catan, il y a eu une nouvelle génération d'auteurs qui est venue sur le marché et qui a inventé toutes sortes de gameplay complètement nouveaux. Donc c'est plus je lance un dé et puis j'avance mon pion sur les cases, ça c'est fini. On peut faire du jeu coopératif ou semi-coopératif, il y a des jeux simultanés, il y a des jeux d'enchères, points fermés, à points ouverts, etc. Il y a tout un tas de mécanismes de jeu qui sont mis à apparaître, avec plein de jeux, de cartes, de plateaux, les deux, enfin, etc., qui sont apparus. Et une idée préconçue qu'on a souvent, c'est de penser que le jeu de société, c'est un marché pour les enfants. Mais en fait, pas du tout. Nous, le cœur de notre marché, les gens à qui on vend le plus de jeux de société, pincez-vous, c'est les 25-35 ans. Pas du tout les parents, etc. Enfin, beaucoup moins. D'accord. L'autre truc intéressant, c'est que c'est un marché qui est très simple, parce que c'est un marché qui est en augmentation constante. Donc ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que vous savez que le jour va se lever demain. C'est aussi assez différent du jeu vidéo. L'an prochain, nous on sait qu'on vendra plus de copies de Catan ou de Ticket to Ride, enfin des aventuriers de rail, que cette année. On le sait. Donc ça permet de faire des investissements à long terme, dans la tech par exemple. Pour vous donner une petite idée, donc c'est un marché d'à peu près 10 milliards de dollars. Ça reste petit hein, par rapport au marché du jeu vidéo. C'est un 12e, mais ça reste quand même un bon marché, hein, on ne va pas se plaindre. Alors, une autre idée préconçue aussi, je me suis amusé à comparer ce qui se passe sur Kickstarter.
Donc vous avez en bleu, c'est l'argent effectivement levé, hein, sur les jeux vidéo, et en rouge, c'est sur les jeux de société. Il y a 3 ans, il y avait un facteur 5, là on est au-delà d'un facteur 10. En fait, c'est un secteur qui est beaucoup, beaucoup plus de succès sur Kickstarter que le jeu vidéo. C'est un fait assez peu connu, mais allez sur Kickstarter, vous verrez, il y a des jeux de société avec des milliards de figurines, des machins assez cool. Alors, la petite slide de pub. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait chez Asmodée, hein, donc Asmodée est le premier éditeur-distributeur de jeux de société physiques en Europe et le 3e aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, devant nous, il y a Hasbro et Yamatel. Hein. On couvre à peu près toute la gamme. C'est-à-dire que vous avez aussi bien des jeux grand public, comme on disait Double, Time's Up, etc. C'est nous qui distribuons les cartes Pokémon en France, par exemple. À Ballon, les loups-garous, vous avez déjà joué aux loups-garous, j'imagine. En milieu de gamme, vous avez les classiques du jeu de plateau, comme Catan, Les Aventuriers du Rail, tout ça. Seven Wonders, Dixie Carcassonne. Et puis, pour les experts, des jeux un peu plus pointus, principalement de Fantasy Flight Games, donc des jeux autour des licences Star Wars, avec X-Wing, Game of Thrones, Lord of the Rings, et puis des choses comme ça, du Donjons et Dragons, enfin tout ça, quoi. Voilà, ça vous donne vraiment... le groupe Asmodée, c'est plus d'une centaine de nouveaux produits par an. Hein. Alors, parlons un peu des versions numériques. De manière assez logique, on va dire, le marché du jeu de société numérique s'est développé, alors avec un train de retard par rapport au marché physique, mais ça reste quand même un marché de 500 millions de dollars, donc c'est quand même pas mal. Et il y a plus de 1000 jeux sociétés numériques sur mobile, sur les stores, quoi. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, notre boulot là-dedans, c'est de prendre les propriétés intellectuelles du groupe et d'en faire des versions numériques plus ou moins fidèles ou plus ou moins inspirées. Donc on a une trentaine de titres, aussi bien sur iOS, Android, Steam, PlayStation, la Switch, tout ça, tout ça. Et vous retrouvez à peu près les mêmes titres que ce que vous avez vu de slides précédemment. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Quand nous, on regarde, nous, Asmodée Digital, quand on regarde une propriété intellectuelle du groupe Asmodée, on a un petit peu un curseur à placer. Entre est-ce qu'on fait un portage extrêmement fidèle aux jeux de société, comme par exemple pour Let Ticket to Ride, ou est-ce qu'on adapte pas mal les choses, ou on fait juste complètement autre chose, c'est-à-dire vraiment du jeu vidéo, et on garde juste la marque, les graphismes, etc. Bon, comme le sujet d'aujourd'hui, c'était de parler plutôt des spécificités des jeux de société numériques, j'ai plutôt mis le curseur ici. De l'autre côté, là, c'est plus vers le monde du jeu vidéo, c'est plus classique, quoi. Okay. Alors, parlons un petit peu des problèmes. Si le clic marche, voilà. Alors, la première question à se poser quand on commence à se dire, tiens, je vais faire une version numérique de tel jeu de société que j'aime bien, c'est qu'est-ce que veulent les joueurs? Parce qu'attention, hein, on ne part pas d'une page blanche. C'est-à-dire qu'on a, évidemment, généralement, on travaille sur un jeu de société qui a eu du succès. Donc, il y a une grosse communauté. Et cette grosse communauté de joueurs passionnés, ils ont des exigences. Et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc, vous avez un game design qui existe déjà. Ça, c'est cool. Enfin, c'est le point positif. D'ailleurs, vous avez déjà un game design. Vous avez déjà des assets graphiques. Vous avez déjà peut-être une histoire, un monde, etc. Vous avez beaucoup, beaucoup de matériel. Mais ensuite, vous vous posez des questions métaphysiques du genre, est-ce qu'on va faire du jeu en ligne ou pas? C'est compliqué le jeu en ligne. Hein. Crossplay, c'est entre tous les devices, types de devices, histoire du pass and play. Enfin, la liste est un peu longue, voilà, on verra tout à l'heure. Est-ce qu'on fait du jeu local? Comment ça marche le local multijoueur avec des manettes sur une console, etc. Il faut vous poser toutes ces questions-là et il y a des impacts au niveau code qui sont profonds. Hein. Vous verrez un petit peu. Là, on a un exemple, une screenshot sur Lord of the Rings, qui est une version en ligne coopérative. Alors, au niveau design, encore des petits problèmes de design. On a vraiment, en fait, c'est ça le principal problème. Hein, c'est qu'on part d'un jeu de plateau qui va faire sur la table, hein, ça prend 80 cm, 1 mètre. Enfin, il y a de la place. Hein. Et il faut arriver à faire tenir ça sur un téléphone. C'est pas facile. Comment dire? On a, au bout des 15 ans qu'on fait ça, développé tout un tas de petites astuces et techniques
Ça commence quand même, ça exige quand même de repenser beaucoup l'interface utilisateur, évidemment, les interactions avec le joueur, comment on va hiérarchiser l'information, comment on va simplifier les éléments graphiques pour qu'ils soient plus lisibles sur un petit écran. Sur un jeu comme Ticket to Ride, en fait, on a 3 niveaux d'interface dans la même appli, hein. C'est le même code qui tourne sur PC, sur tablette ou sur téléphone. Sur PC et sur tablette, sur les écrans d'options, par exemple, pour jouer en ligne, on va à peu près tout balancer, alors que sur téléphone, on reprend les dialogues et on les réséquence en dialogues successifs. Donc vous vous retrouvez avec autant de versions à tester, c'est le même code, mais en fait, non. C'est pas du tout le même workflow, quoi. Donc, obligé de faire ça, sinon c'est juste horrible, quoi. C'est juste pas possible. À l'opposé, sur PC ou Mac, il y a des rapports d'échelle qu'il faut diminuer, il faut faire des boutons plus petits dans des dialogues plus grands, sinon tout le monde va vous dire ouais, c'est un portage de jeu mobile, votre truc. Je ne peux même pas faire copier-coller de mon password. Donc ça aussi, c'est des choses à faire tenir en compte. Et en plus, sur PC, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a certains PC où on peut arracher l'écran et en faire une tablette. Donc dans les options, des fois, on a un petit truc qui permet à l'utilisateur de dire bon non, finalement, je veux jouer en mode tablette. Alors, un autre problème de design classique, ça c'est souvent qu'on discute avec des studios de développement extérieur, on dit non, mais on va faire un truc super moderne, nous on fait du jeu vidéo depuis 20 ans, etc. On va vous faire un truc en 3D. Ouais, c'est super, hein, mais il faut quand même se méfier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se fasse aux dépens du gameplay. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, quand on fait du jeu société, il y a besoin d'avoir une espèce de vue globale de ce qui se passe, d'accord, d'avoir la vue complète du plateau, de son jeu, etc. Donc si vous vous amusez à faire tout un tas de petits détails en 3D, voilà, par exemple, on a Carcassonne où on voit des petites maisons, on n'a pas fait les petits bonhommes qui se baladent quand même, mais bon, on pourrait. Mais que finalement, 99% du temps, les joueurs n'utilisent pas ça parce qu'ils ont besoin de voir tout le plateau, vous aurez payé autant de coûts de production, d'objets 3D, d'animation, etc. pour rien. Donc réfléchissez bien. Et il y a même des cas où le fait de faire un design 3D ou avec une caméra dynamique ou des machins comme ça vont pénaliser le gameplay, vont pénaliser l'expérience utilisateur. Donc là, il faut vraiment se méfier. Il ne faut pas être l'esclave de ces idées préconçues venant du monde du jeu vidéo. Comme vous allez le comprendre petit à petit dans cette conf, on ne fait pas du jeu vidéo, on fait du jeu de société qui utilise les technologies de jeux vidéo. C'est légèrement différent. Qu'est-ce qu'on a encore comme problème de design? Ah oui, celle-là, elle est pas mal. Jusqu'où peut-on aider le joueur? Grande question, ça. Alors ça, sur Ticket to Ride, par exemple, on s'est fait un petit peu gueuler dessus par les puristes. Parce qu'au début de partie, quand on sélectionne ces destinations avec les cartes de destination, on affiche toujours, d'ailleurs en bleu, vous le voyez, sur la carte, les villes correspondantes aux destinations sélectionnées. Alors les puristes nous ont dit « Ah non, mais vous vous rendez compte, vous rendez le jeu trop facile, où est l'intérêt, etc. » C'est un exercice délicat, en fait, parce que sur un petit écran, c'est quand même pas mal de montrer un petit peu les villes à relier, sinon vous allez vraiment galérer. Il y a des jeux, si vous aidez trop l'utilisateur, si vous suggérez trop ce qu'il faut faire, ou comment ça marche, effectivement vous enlevez le fun du jeu. Donc il ne faut pas le faire. Donc là aussi, il y a des petites questions à se poser en matière de design. C'est quoi le bon compromis entre j'apprends à l'utilisateur à jouer au jeu et je fais quelque chose qui va satisfaire les hardcore gamers, là, ceux qui se bataillent pour le classement mondial tous les jours. Alors, on va de plus en plus loin dans les problèmes là. Le problème du jeu de société, c'est quoi? Pourquoi tout le monde continue à acheter Monopoly? Alors que ça, comme j'ai dit, ça date un peu. Ouais, c'est parce que c'est le seul jeu que les gens connaissent. En fait, il y a un gros problème dans un jeu de société quand vous ouvrez la boîte. Hein, c'est le tutoriel interactif qui est en fait sous forme de page imprimée, donc c'est pas du tout interactif en fait. Même si vous allez voir des vidéos sur YouTube pour apprendre le jeu, etc., ça reste compliqué. Apprendre les règles d'un jeu de société, c'est compliqué. Et là, l'exemple d'une implémentation pas très heureuse qu'on a fait sur le premier jeu de société qui est sorti sur tablette, hein, qu'on a fait, c'était Small World. On n'avait pas les ressources
de production, l'argent, etc., qu'il fallait pour faire une super animation pour chacun des pouvoirs et des différentes races, etc., sachant qu'en plus c'est compliqué parce que ça se combine. Donc il y a une explosion combinatoire. Donc on a mis le texte des règles. Et on n'a pas été sympa avec nos utilisateurs sur ce coup-là, mais c'est un problème. Hein. Il y a beaucoup des jeux de société numériques que vous avez, ben, il faut vous palucher quand la lecture des règles, même s'il y a un tuto, même s'il y a des points de règles qu'il faut aller voir dans les docs. Non, le problème, c'est que les gens ne veulent pas lire. Ils ne veulent pas lire. Ils savent pas lire, ils ne veulent pas lire. Ah oui, alors là, le gros sujet du online. Alors, ça, méfiez-vous, si vous faites du jeu de société, posez-vous bien la question, est-ce que je vais faire du jeu en ligne ou pas? Fondamentalement, on a tendance à se dire, oui, il faut faire du jeu en ligne. Surtout si vous êtes sur PC. Les joueurs s'y attendent, ils considèrent que c'est un dû. D'accord? Le problème, c'est que c'est vraiment compliqué de faire du jeu en ligne. Mais vraiment. Alors, généralement, quand on discute encore une fois avec des prestataires de services, ils disent non, mais pas de problème, on va faire de l'automatch, là, comme sur Hearthstone. Et nous, on est là, oh, attendez. On a une mauvaise nouvelle, les gars, on n'est pas Blizzard. On ne va pas avoir des centaines de milliers de joueurs dès le premier jour. Donc, si vous faites de l'automatch, vous faites le calcul entre la durée moyenne d'une partie, durée de temps de connexion, arrivée des gens, etc. Il vous faut vraiment des centaines de milliers de joueurs si vous voulez qu'un automatch marche. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait un système tout bête, on a fait un lobby. On a fait ça il y a longtemps, hein. C'est la première chose qu'on ait faite. Donc vous vous connectez et puis vous papotez avec les gens. Et il dit bah ouais, on fait une partie, ouais d'accord. On fait une partie, on prend quel plateau, combien de joueurs? Bah moi je veux bien jouer, etc. Bah, on va faire le plateau Europe, on va se mettre à 3 joueurs. Ok, je crée la partie, vous venez, crac crac. Un petit peu en fait ce qui se passe quand vous êtes le soir avec des amis et que vous avez vous sortez, alors on prend quel jeu, on fait quelle partie, ok. Une petite phase de négociation, si vous voulez, entre les joueurs. En fait, on a reproduit ça sans même s'en rendre compte, et ça a super bien marché. En fait, même sur les jeux qui ont des trafics relativement faibles, les gens arrivent à jouer, et assez rapidement, grâce à ce système-là. Alors sur Ticket to Ride, on n'a plus le problème, parce qu'il y a une nouvelle partie toutes les 4 secondes. Mais enfin bon, ça a construit aussi votre communauté. On a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés sur Ticket to Ride. Un couple américain et un couple suisse. Donc on a des Ticket to Ride Babies. On va passer un peu au point technique maintenant. C'est où j'en suis. Bon, on est bon. Alors, encore une fois, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps que dans le monde du jeu vidéo. Ticket to Ride, par exemple, ça tourne depuis 2005. On a des joueurs, là, j'en ai mis un qui a fait plus de 99 000 parties à son actif, parties classées. Hein. Donc à 5 minutes de moyenne, la partie de Ticket to Ride, c'est à peu près 340 jours non-stop. Donc il y a des gens pour qui ce qu'on fait, c'est important dans leur vie. Hein. Le gars, tous les jours, il en fait au moins une de parties, etc. Et si jamais il y a une partie qui s'interrompt pour déconnexion et que ça le fait passer dans le classement, il nous envoie un mail. Hein. Bon, vous en tant que développeur, du coup, vous vous retrouvez à vous poser des questions vraiment profondes. Du genre, bon, ok, alors qu'est-ce qu'on va prendre comme middleware, comme outil de développement, etc. Si on doit faire quelque chose qui dure au moins 10 ans, c'est quoi l'infrastructure qu'on va utiliser? Nous, par exemple, pendant très très longtemps, en fait, on avait notre propre infrastructure qu'on développait. On mettait les pizza box là, dans un data center. On est passé sur le cloud que très tardivement, au début de l'an dernier. Mais avant, on avait toute notre infra. Parce qu'on ne pouvait pas avoir des dépendances techniques trop fortes. Par exemple, si on avait pris un service, pour faire du jeu en ligne, vous avez des services genre Photon ou des machins comme ça. Qu'est-ce qu'ils seront ces gens-là dans 2 ans, 3 ans? Alors si vous faites un jeu vidéo qui a une durée de vie de 2-3 ans, vous en fichez. Hein, mais les développeurs qui ont utilisé Marmalade, par exemple, pour faire des jeux, quand Marmalade leur a dit du jour au lendemain, ah on arrête, et puis on met pas le source code en open source, hein, ils étaient bien embêtés. Et donc nous, qu'on a fait la 3e réécriture de Ticket to Ride, on a regardé, c'était les débuts d'Unity, ça paraissait intéressant, ah oui, mais Unity, on n'a pas le source code, donc comment on va faire? Donc comme on était des vieux papis, on s'est dit, on va rester en C++, et on a pris Cocos VDX, parce qu'au moins on avait le source code. On n'a pas eu complètement tort, on s'est dit, il y aura bien un compilateur C++ sur toutes les futures plateformes qui
il y aura dans 10 ans et qu'on ne connaît pas encore, et la réalité nous a montré qu'on avait eu raison, hein, puisque c'est même source code qui est entre toutes les plateformes que je vous ai citées. Bon, on fait aussi du Unity maintenant, hein. Mais enfin voilà, c'est le genre de questions qu'on se retrouve à poser qui, encore une fois, est différente des problèmes qu'on a dans le monde du jeu vidéo, par exemple. Hein, les nouvelles plateformes, comment est-ce qu'on va faire le support des joueurs au travers de toutes ces années? Notre base de données, c'est toujours la même depuis 2003. Bon, elle ne tourne plus sur la même chose, hein. Mais on a des comptes actifs qui datent il y a plus de 15 ans, quoi. Comme ce joueur-là, et bien d'autres. On a 4 millions d'utilisateurs, hein, dans notre base de données. Alors, le jeu de société, hein, faut pas croire, hein, parce que quand on fait du jeu de vidéo, il y a toujours cet aspect graphique extrêmement sophistiqué, hein. Là, avec les cartes graphiques RTX, on fait des trucs hallucinants. Mais en fait, le jeu de société, non, en fait, ça reste compliqué. Hein, si vous avez déjà essayé de coder un jeu d'échecs, vous devez le savoir. Les règles peuvent être compliquées, ou les règles peuvent être simples, mais avec des implications extrêmement compliquées pour une IA. Évidemment, je parle de coder l'IA, hein. Alors en plus, il y a des joueurs parfois qui se mettent à inventer des règles de table parce qu'il y a des cas limites que le designer du jeu physique n'avait pas entrevus. Alors que vous, quand vous codez, vous le savez, les cas limites, il faut les tester, hein, pas vrai? Bon, c'est bien. Le truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'IA, alors ça c'est très très différent du jeu de société, c'est rigolo, l'IA n'a pas le droit de tricher dans notre domaine à nous. Quand vous jouez à des jeux de vidéo classiques, hein, un FPS, des FPS par exemple, vous n'avez jamais remarqué, les IA, quand elles vous tirent dessus, la première balle vous rate toujours. Bah oui, parce que si vous le mettez directement dans la tête, ça serait vite terminé, hein, ça paraît rigolo, quoi. Hein, ou quand vous tournez le dos à certains personnages ennemis, ils ralentissent en fait, vous vous rendez pas compte. Mais l'IA ralentit ce qu'ils font justement parce que vous ne les voyez plus. Donc, tout ça, c'est des choses, dans le jeu vidéo, c'est du tour de magie, hein. Qu'est-ce qui compte, c'est que le joueur prenne plaisir, et donc il faut arriver à moduler le niveau de difficulté en fonction de ça. En jeu de société, vous ne pouvez pas faire ça. Si mon IA s'amuse à regarder dans les mains des joueurs adverses, les joueurs adverses, qui sont des humains qui connaissent parfaitement le jeu de société, ils vont très vite s'en apercevoir. Et moi, je vais me faire descendre, hein. Donc l'IA n'a pas le droit de tricher. Elle doit être exactement au même niveau que les autres. Et en plus, comme je le disais, parfois les règles sont simples, mais les implications sont profondes. Vous prenez encore un jeu comme Les Aventuriers du Rail ou Ticket to Ride, c'est un jeu de type voyageur du commerce. Et maintenant, il faut que vous fassiez un algorithme qui aille vite. Allez-y, vous avez 2 heures. Bon, ouais, non, c'est vraiment pas facile. Encore une fois, si vous avez essayé de faire un jeu de Go, hein, ou un jeu d'échecs, ouais, pour les mettre difficile. Donc, souvent, ce qui se passe quand on discute avec des studios de développement de jeux vidéo qui se lancent avec plein de bonne volonté dans le projet, eh ben, allons-y, ils lancent Unity et ils se mettent à coder, youpi, en début de projet. Je fais l'interface utilisateur, je fais le design graphique, je fais le game design, etc. En jeu vidéo, c'est complètement légitime de faire ça. Parce que quand vous faites un jeu vidéo, le problème, c'est d'explorer ce qu'on appelle le fun de ce que vous faites, c'est-à-dire, est-ce que le gameplay va marcher, est-ce que ça va être sympa, etc. Donc la partie prototypage, elle est extrêmement importante, il faut vraiment la faire tout de suite. Dans tous les contrats de développement de jeux vidéo, les premières milestones, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une vertical slice, ou une first playable, ou des machins comme ça. Et en plus, c'est satisfaisant, c'est plus satisfaisant parce que c'est visuel, ça permet de communiquer entre le chef de projet, les producteurs, le GD, les DA, etc. quoi. Vous avez l'impression vous avez le produit qui se fait devant vous, n'est-ce pas? Bon, c'est une très mauvaise idée, hein. Et ouais. En matière de jeux de société, il faut revenir aux bases, aux bonnes vieilles bases de papy, hein, le bon vieux modèle MVC. Nous, ce qu'on a développé comme notion, c'est vraiment, il faut absolument dans le jeu isoler cette boîte qu'on appelle le moteur de règles, le Rules Engine, et c'est lui qui contrôle les actions des joueurs, ou des IA d'ailleurs, ou de ce qui arrive par le réseau, et qui va dire, ok, le coup il est légal ou il n'est pas légal. Et puis s'il n'est pas légal, circulez, quoi.
Donc c'est une espèce, la bonne architecture pour ce genre de choses, c'est en fait de développer une API, un système un contrôleur très sophistiqué qui est dédié aux événements, à la FSM, etc., pour contrôler les actions qui entrent. Et si c'est bon, à ce moment-là, on change les données internes. Et puis voilà. Mais tout le monde doit passer par là. Donc nous, généralement, ce qu'on conseille, c'est de dire aux gens, ben non, la première milestone, c'est pas une MVP. Nous, ce qu'on veut, c'est faites-nous une librairie C# ou C++, puis on la lance en ligne de commande. Et ce sera super. Puis ça permettra en plus de faire du test automatique. Vachement bien le test automatique. Voilà, donc on a développé tout un tas de notions sur cette histoire de game state, ce qu'on appelle la gamebox. La gamebox, c'est quoi? On prend le jeu physique, et puis dans le jeu physique, il y a un nombre fini de pièces, de cartes, de pions, etc. Et on dit, voilà, ce que vous faites, vous en donnez une ID unique à chacun de ces éléments-là. C'est ça votre gamebox virtuelle. Ce qui fait que si l'IA ou un joueur ou un hacker essaye de se rajouter des cartes puissantes dans son jeu, tout de suite le rouge va dire c'est quoi là? J'ai une incohérence dans mes données, non, non. Non merci, tu ne dupliques pas tes cartes, etc. Donc ensuite, l'intérêt, une fois que vous avez fait ça, l'intérêt c'est que du coup, ça devient de la plomberie ce que vous faites, parce que, imaginez, vous avez une déconnexion en pleine partie en ligne là. Vous avez le hot swap avec une IA gratuite. Vous reprenez le lien entre votre API et le client, et hop, vous connectez une IA dessus, et la partie se poursuit. Et puis quand le joueur revient et se reconnecte, hop, il reprend derrière l'IA, il reprend son siège, donc on fait du hot swap. Et puis là, il se met à hurler en disant, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait l'IA là? Elle m'a tout foutu par terre. Mais enfin, la partie se poursuit. Parce qu'il y a un truc qui est important quand on fait du jeu, et c'est pas que du jeu de société, c'est qu'il faut que les joueurs aillent au bout de la partie. Vous avez des excellents jeux vidéo par le passé qui sont morts, comme Ruse par exemple, à cause de ce qu'on appelle le rage quit. C'est-à-dire que le joueur, la partie avance, et puis le joueur se dit, voilà, je vais perdre, bon allez, je m'en vais. C'est plus la peine que je continue. Ça vous tue votre jeu. Imaginez, si vous étiez entre amis en train de faire une partie de jeu de société, vous commencez à perdre, vous levez de table, vous dites, c'est bon. En ligne, ça arrive tout le temps, quoi. Donc on a des systèmes d'encouragement, on va dire, pour que les gens restent en ligne. Bon, des fois, les gens se déconnectent de manière involontaire, ils sont passés sous un tunnel. Donc, y a l'IA qui prend le relais, et la partie se poursuit. Voilà, donc cette architecture-là, c'est l'effort que vous faites en amont, vous permet d'avoir ce genre de fonctionnalité quasiment gratuitement par la suite. Donc comme je le dis, oui, au message, je dirais, c'est du bon sens en matière de software. C'est pas l'interface utilisateur qui contrôle ce que fait l'utilisateur, c'est le contrôleur, c'est pour ça que ça s'appelle contrôleur. Il y a d'autres petits aspects un peu plus techniques, je ne vais pas me pesantir dessus, genre, commencez pas par faire l'IA en fait. Commencez par faire ce qu'on appelle le mode pass and play, c'est-à-dire plusieurs joueurs humains jouent ensemble en se passant le device ou en changeant le mode hot seat, quand vous faites votre développement. Ça permet de bien tester les interactions et de vérifier que ça marche quand même plutôt bien avant de s'attaquer sur l'IA, comme je l'ai dit, qui n'est pas forcément évidente. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire qu'il ne faut pas utiliser de singleton? On va dire non. J'ai une audience avertie. Alors oui, n'oubliez pas un truc qui est important en jeu de société, c'est que les règles du jeu, elles évoluent au cours du temps. Si votre truc a du succès, on va vous demander d'implémenter les extensions. Les extensions en matière de jeu de société, ça modifie toujours les règles. Et donc si vous avez bien isolé votre moteur de règles avant, avec des tests unitaires, etc., que tous vos IA sont pareils, faits en TDD, vous dormirez mieux le soir. Je vous le garantis. Il y a des centaines de tests sur Tickettorrent, des centaines. Un petit mot sur le online. Alors ça, c'est une liste non exhaustive de toutes les fonctionnalités que vous devrez implémenter si vous voulez faire du online correctement. Alors je ne vais pas la décrire en détail, je pense que ça va ennuyer tout le monde. Le problème, c'est que les joueurs s'attendent à ça maintenant. Donc ils veulent pouvoir, ce que je disais par exemple, faire du hot swap, avoir des systèmes de timeout et de clock de joueurs, des systèmes pour éviter de la tricherie, etc. etc. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, donc avant de faire du online, posez-vous vraiment la question,
est-ce qu'effectivement notre audience ou la plateforme sur laquelle on va, etc., est-ce que ça a vraiment un intérêt ou pas? Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est vraiment le cœur. Sur Ticket to Ride, par exemple, je disais tout à l'heure, il y a une nouvelle partie toutes les 4 secondes. On a des gens qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment le cœur de la communauté, quoi. Et ben, c'est bien. Alors, pour conclure, on va parler un peu business. Allez, une slide. Quand vous avez fini votre jeu, évidemment, le problème, c'est de le lancer sur le marché. Alors, comme en matière de jeux vidéo, surtout sur mobile, il y a le gros problème de ce qu'on appelle la discoverability, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour que les gens soient au courant que j'ai fait un truc super. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en matière de jeux de société, nous, on n'a pas ce problème. Parce que notre base de fans, on l'a déjà. Donc on s'appuie sur la communauté pour lancer le jeu numérique, évidemment à condition qu'on ait bien fait notre boulot, parce que sinon là on se fait descendre. Et donc si on a bien géré notre communauté, si on a bien impliqué dans le développement, et puis si après avoir livré le produit, on le développe, on le fait vivre. C'est vraiment game as a service, encore une fois, c'est pas je lance mon truc et puis hop, je m'en vais. On est plus dans des mêmes types de problématiques que des MMO ou du free-to-play. Il va falloir continuer à faire vivre votre jeu de société pendant des mois, des années, des années et des années, parce que votre jeu physique, il vit lui aussi des années, des années et des années. Donc là, par exemple, on a l'exemple de Gloomhaven, qui est un produit qui est en early access sur Steam, sur lequel on s'appuie énormément sur la communauté physique. On a un Discord, on est en prise directe avec les gens de la communauté qui nous ont dit non mais tel système là que vous avez introduit c'est pas bon, tel machin c'est bien, etc. On en fait du streaming, des machins comme ça. On a une personne à temps plein pour faire ça. Mais c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Voilà, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les plans techniques, en fait tout est en ligne. Vous allez sur doc.smodé.net, vous verrez un petit peu tout ça. Alors vous ne pourrez pas vous connecter à notre plateforme, parce que ça il faudra nous parler. Mais en tout cas, tout ce qui est un peu les enseignements qu'on a tirés de ces 15 dernières années, là on a un petit article par exemple sur comment gérer un lobby, tout ça c'est complètement disponible en ligne, donc je vous encourage à aller le lire. Et toute l'API est en ligne, etc. Donc si vous vous intéressez aux jeux de société numérique, n'hésitez pas, c'est là, voilà. Donc je vous remercie, et puis jouez aux jeux de société avec vos amis. Hein. Là.